Juste après que ma femme ait accouché, le médecin m'a pris à part. Êtes-vous le père de l'enfant? J'ai répondu, oui. Il a blêmi, vous avez besoin d'un avocat et vous devez appeler la police immédiatement. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Examinez le corps du bébé et vous comprendrez par vous-même. Quand je l'ai fait, je me suis enfui de l'hôpital et j'ai immédiatement appelé la police. Je pensais que la naissance de mon fils serait le plus beau jour de ma vie. Mais quand le médecin a plongé ses yeux dans les miens et a dit « Appelez un avocat » et appelez la police tout de suite, j'ai compris que j'étais sur le point de vivre un cauchemar. Si tu aimes notre chaîne et que tu veux vraiment nous soutenir, mets un like et clique sur Hype. Ce super like permet à nos vidéos d'aller beaucoup plus loin et nous motive à t'apporter encore plus d'histoires intenses. Jake Charles réajusta sa cravate devant le miroir du couloir. Dans le reflet, il voyait un homme qui avait tout, un cabinet d'avocats prospère, une belle épouse et 2 enfants qui représentaient tout pour lui. À 35 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, passant d'une famille d'accueil à l'un des avocats plaideurs les plus redoutés de Chicago. Sa réputation reposait sur un principe simple, ne jamais épargner ceux qui osaient se mettre en travers de sa route. « Papa, tu as oublié de dire au revoir au bébé David. » Entendit-il la voix de Tyler, âgé de seulement 6 ans, depuis le salon. Jake sourit et s'approcha du berceau, où dormait son plus jeune fils. Le petit David, âgé de 3 mois, avait hérité des cheveux clairs de Carrie, mais ses yeux avaient une teinte d'acier, identique aux siens. Du moins, c'est ce que Jake croyait. Ces dernières semaines, il travaillait 18 heures par jour, se préparant pour l'affaire Morrison, un procès à plusieurs millions de dollars qui devait définitivement consolider la réputation de son cabinet. « Prends soin de ton frère pendant mon absence, champion, dit Jake en ébouriffant les cheveux bruns de Tyler. Le garçon était vif pour son âge, il lisait déjà au niveau d'un enfant de 4e année. Depuis l'autre pièce, Carrie Charles apparut. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés malgré leur matinale. À 28 ans, elle avait conservé la même beauté qui avait séduit Jake 7 ans plus tôt, lorsqu'elle était assistante dans son premier cabinet. Désormais, Carrie jouait le rôle de l'épouse parfaite d'un avocat, elle organisait des dîners formels et des galas de bienfaisance avec naturel et élégance. « Ta mère a appelé, dit-elle en tendant une tasse de café à son mari. Elle veut s'occuper de David aujourd'hui, comme ça je peux assister à la réunion du conseil de l'hôpital. » Jake s'interrompit un instant. Phyllis Zimmerman, la mère de Carrie, était à la retraite, mais elle avait travaillé de nombreuses années comme infirmière. Après la mort de son mari, elle avait élevé sa fille seule. C'était une femme aux règles strictes et aux valeurs traditionnelles. Au début, elle n'approuvait pas Jake à cause de son passé difficile, mais avec le temps, elle s'était adoucie. « Tu es sûr qu'on peut confier un nouveau-né à ta mère ?» demanda Jake, connaissant déjà la réponse. « C'est pratiquement elle qui a élevé Tyler pendant que nous construisions nos carrières, répondit Carrie avec un sourire discret. Pourtant, Jake remarqua dans ses yeux une lueur d'insécurité, la même qu'il avait appris à repérer lors des interrogatoires. « On peut lui faire confiance, papa ?» cria Tyler depuis le canapé. Mamie Phyllis sait tout sur les bébés. Le ton de son fils fit réfléchir Jake. Souvent, l'enfant percevait des choses que les adultes négligeaient. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Le tribunal l'attendait. « Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit, dit Jake, en prenant congé avec un baiser rapide. Carrie détourna légèrement la tête, et ses lèvres effleurèrent seulement sa joue. Sur le chemin du cabinet, Jake ne parvenait pas à chasser la sensation que quelque chose clochait. Ces derniers temps, Carrie était distante, prétextant toujours la fatigue liée au bébé. Mais Jake connaissait déjà l'épuisement des premières semaines après la naissance de David. C'était différent. Elle semblait coupable. Le téléphone vibra. Un message de Warren Hanson, son détective privé de confiance. « Nous devons discuter des éléments du dossier Morrison. Retrouvons-nous à déjeuner. » Ses instincts, forgés par des années de bataille judiciaire, lui soufflaient qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais le procès approchait, et reculer n'était pas une option. L'affaire Morrison impliquait un promoteur immobilier qui utilisait des matériaux de mauvaise qualité, ce qui avait provoqué l'effondrement d'un immeuble. Jake représentait les familles des victimes. Et ce jour-là, il avait l'intention de réduire en miettes le témoignage du principal témoin de la défense, un inspecteur qui acceptait des pots de vin pour fermer les yeux sur les irrégularités. Au tribunal, Jake était dans son élément, froid, calculateur, méthodique.
Il démontait le témoignage de l'expert morceau par morceau, exposant contradictions et mensonges, jusqu'à ce que l'homme perde le contrôle et admette avoir accepté des pots de vin. Votre honneur, la voix de Jake résonnait ferme, toute la défense repose sur un faux témoignage. J'exige une décision immédiate. Le juge accéda à sa demande, et Jake goûta à cette saveur familière de la victoire. Mais même en serrant la main de client reconnaissant, il ne parvenait pas à chasser de son esprit le regard inquiet de Carrie. Le téléphone sonna à 14h47. Jake révisait des documents d'accord lorsqu'il décrocha. La voix de Carrie était aiguë, traversée de panique. « Jake, viens immédiatement à l'hôpital pour enfants Mémorial. »« C'est David. » Le sang de Jake se glaça. Que s'est-il passé? Je suis allé le chercher chez maman et quelque chose n'allait pas. Son visage. Mon Dieu, Jake, viens vite. Abandonnant tout derrière lui, il fonça à travers les rues congestionnées de Chicago, prenant des risques qui, n'importe quel autre jour, l'auraient terrifié. Devant lui se dressait le bâtiment gris de l'hôpital, un monument sombre à sa plus grande peur. Il trouva Carrie dans la salle d'attente. Son apparence impeccable était en ruine, ses yeux noircis de mascara, ses mains tremblantes serrant un gobelet en carton de café. « Où est-il » demanda Jake, d'une voix sèche. « Ils l'ont emmené pour des examens. »« Jake, pardonne-moi. J'aurais dû vérifier plus tôt. Quand je suis arrivé, maman m'a dit qu'il dormait depuis des heures. Mais quand je l'ai vu, la voix de Carrie se brisa. Son visage, couvert d'ecchymoses, gonflait autour de la bouche et du nez. Un frisson glacé parcourut l'échine de Jake. Dans sa carrière, il avait déjà vu des cas de violence contre des nourrissons. Ce type de signe ne se confondait avec rien d'autre. S'approcha alors le pédiatre de garde, le docteur Gabriel Webb, grand, mince, avec des tempes grisonnantes et des yeux doux mais chargés d'inquiétude. « Monsieur et Madame Charles, je suis le docteur Webb. Votre fils est dans un état stable pour l'instant, mais nous devons parler. » Jake se leva, ses instincts professionnels en alerte. « Quelle est la gravité ?» Le visage du médecin s'assombrit en consultant le dossier. « Votre fils a cessé de respirer. Les lésions faciales indiquent qu'il y a eu pression sur la bouche et le nez. Tout laisse penser à une tentative délibérée d'étouffement. » Les mots frappèrent Jake comme un coup de poing en pleine poitrine. « Quelqu'un a essayé de tuer mon fils. » Les ecchymoses, les hémorragies dans les yeux, poursuivit le médecin. « Monsieur Charles, je suis obligé de vous demander, avec qui était l'enfant quand cela s'est produit? Vous insinuez que nous avons fait du mal à notre bébé ?» hurla Carrie, indignée. Les pensées de Jake bouillonnaient. Il était avec sa grand-mère, la mère de mon épouse, Phyllis Zimmerman. Elle est une ancienne infirmière. Le médecin prit des notes. Nous sommes obligés de prévenir la protection de l'enfance. C'est un cas de signalement obligatoire. Hors de question. La voix de Jake se fit froide et menaçante. Mon fils a failli être tué, et vous voulez nous traiter comme des criminels. Je comprends votre colère, monsieur Charles. Mais la lésion est intentionnelle. Nous devons découvrir qui a fait cela et pourquoi. En attendant l'assistante sociale, Jake observait attentivement son épouse. Carrie était effectivement bouleversée, mais il y avait autre chose dans son attitude, une peur qui allait au-delà de l'inquiétude pour leur fils. Elle regardait sans cesse son téléphone, tapotait des messages rapides. « À qui écris-tu » demanda-t-il. « À ma mère. Elle est désespérée, j'essaie de la calmer. » Mais Jake vit clairement le nom du contact, Maxo. Max Owen. Ce nom lui paraissait familier, mais à cet instant il ne parvenait pas à se rappeler d'où. C'est alors que Tyler entra, accompagné de Phyllis Zimmerman. La belle-mère semblait abattue et tendue. Son passé d'infirmière se révéla aussitôt, elle demanda d'abord l'état de son petit-fils. Mais Jake remarqua qu'elle évitait soigneusement son regard. Madame Zimmerman, sa voix prit le ton qu'il utilisait au tribunal pour acculer un témoin hostile, « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. » Phyllis caressa ses cheveux blancs tirés en un chignon rigide. David était grognon quand Carrie est partie. Je lui ai donné le biberon, changé sa couche et couché. 1 heure plus tard, j'ai vérifié, tout allait bien. À la visite suivante, il a commencé à suffoquer. Vous n'avez pas remarqué les ecchymoses? Elle n'était pas là quand je l'ai mis au lit, insista Phyllis, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Les instincts de Jake hurlaient, elle ment.
Mais pourquoi? Pourquoi une grand-mère ferait-elle du mal à son propre petit-fils? À ce moment entra l'assistante sociale, Casey Doyle, une femme d'une quarantaine d'années marquée par trop de cruauté vue au fil des ans. Après avoir interrogé chacun séparément, elle rendit son verdict. L'enfant restera hospitalisé en observation. À sa sortie, il pourra rentrer à la maison, mais il y aura des visites régulières de contrôle. Madame Zimmerman, vous n'avez pas le droit de rester seule avec vos petits-enfants jusqu'à la fin de l'enquête. Sur le chemin du retour, David dormait paisiblement dans le siège auto. Mais Jake sentait son monde s'écrouler. Quelqu'un voulait tuer son fils. Qui, et pourquoi? Depuis la banquette arrière, Tyler, resté silencieux jusque-là, parla enfin. Papa, j'ai vu mamie Phyllis parler avec un homme aujourd'hui, avant que tu arrives. Ils se disputaient. Jake fixa son fils dans le rétroviseur. Quel homme, champion. Je ne connais pas son nom. Mais il est déjà venu à la maison plusieurs fois, quand tu étais au travail. À côté de lui, Carrie se raidit, comme si elle s'était transformée en pierre. Tyler, ce n'est pas vrai. Tu te trompes, mon chéri. Mais Jake avait déjà lu la vérité sur le visage de sa femme. Et il se souvint d'où lui venait le nom de Max Owen. La révélation tomba sur Jake comme un lourd coup de marteau contre la poitrine. Il y a 3 ans, il avait défendu cet homme dans un divorce compliqué. Max Owen, un architecte séducteur, célèbre pour son talent à conclure avec des femmes mariées. Jake lui avait obtenu un accord extrêmement favorable, mais Max n'avait jamais payé la dernière facture et avait disparu. Maintenant il était de retour. Et, d'après le commentaire innocent de Tyler et la réaction terrifiée de Carrie, tout devenait clair, Max était son amant. Sur le chemin du retour à la maison, Jake demeura silencieux. Ses pensées fonctionnaient avec la même précision froide qu'il utilisait au tribunal. Là-bas, il ne dévoilait jamais ses cartes avant le moment opportun. Il allait faire de même maintenant. Tard dans la nuit, alors que Carrie dormait, serrant David contre elle, Jake descendit en silence dans son bureau et commença à passer des coups de téléphone. Le premier fut pour Warren Hanson, son détective privé. Warren, j'ai besoin d'un rapport complet sur un homme, Max Owen, architecte, environ 32 ans. Je veux tout, où il habite, avec qui il se voit, ce qu'il fait. Dans les moindres détails. Et j'en ai besoin pour hier. C'est lié à l'affaire Morrison? Non. C'est personnel. Ensuite, il appela Gregory Burnett, son ancien associé et désormais propriétaire d'une agence de sécurité privée. Greg, met la maison sous surveillance. Tous les accès contrôlés. Je veux savoir qui entre et qui sort quand je ne suis pas là. Tu es sûr, Jake? Surveiller sa propre maison? Fais-moi confiance. Et je veux que tout soit documenté de manière à pouvoir l'utiliser au tribunal. Le troisième appel fut pour le docteur Alfonso Wilcox, médecin légiste pédiatrique avec qui Jake avait déjà collaboré sur des affaires de maltraitance infantile. Alfonso, hypothétiquement, si quelqu'un voulait blesser un bébé sans laisser de traces évidentes, comment s'y prendrait-il? Mon Dieu, Jake, pourquoi cette question? Réponds juste. La méthode la plus cruelle serait de bloquer la respiration, boucher le nez et la bouche. Si c'est fait avec précaution, cela peut ressembler à une mort subite du nourrisson ou à une cause naturelle. Mais il resterait des signes, hémorragies oculaires, légers hématomes. Un froid parcourut les veines de Jake. Et si la personne possède des connaissances médicales, comme une infirmière? Alors elle saurait exactement quelle pression exercer et combien de temps. Elle pourrait amener l'enfant au bord de la mort, puis le ramener. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Pour envoyer un message. Ou pour régler un problème. Quand il raccrocha, Jake se trouva seul dans le bureau sombre. L'image terrifiante se complétait, ce qui était arrivé à David n'avait pas été une attaque aléatoire. C'était un avertissement. Mais de la part de qui? Et pourquoi? Il ouvrit l'ordinateur et examina l'acte de naissance de David, scrutant les dates. Le garçon était né exactement 9 mois après qu'il ait passé une semaine à Seattle pour l'affaire Patterson. À l'époque, Carrie avait dit qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas l'accompagner. Ses mains tremblèrent en calculant la période probable de conception. Si Carrie l'avait trompé. Le portable vibra. Message de Warren. J'ai trouvé ton homme. Max Owen vit à Lincoln Park. Curieusement, il travaille comme architecte pour Phyllis Zimmerman.
La rénovation de sa maison a commencé il y a environ 1 an. Il y a 1 an. Exactement quand Carrie avait commencé à se comporter différemment. Les visites fréquentes chez sa mère, les séances de sport qui s'éternisaient, le refus d'intimité toujours prétexté par la fatigue de la grossesse. La théorie était prête et nauséabonde. Carrie le trompait avec Max Owen. Et Phyllis couvrait le tout, offrant sa propre maison pour les rendez-vous. Jake reporta les yeux sur l'acte de naissance. Un détail qu'il n'avait jamais remis en question, le groupe sanguin. David était AB négatif. Jake était O positif. Carrie était A positif. Il n'y avait aucune possibilité biologique que David soit son fils. Cette révélation aurait dû le détruire. Mais au lieu de ça, elle éveilla en lui une colère glaciale, la même qui l'avait toujours aidé à triompher dans les tribunaux les plus impitoyables. Il avait été trahi par les 2 personnes les plus proches, sa femme et sa belle-mère. Mais elles avaient commis une erreur fatale, elles avaient joué avec la vie du petit frère de Tyler. Jake Charles avait toujours vécu selon un principe, ne jamais pardonner une trahison. Et maintenant, Carrie et Max allaient apprendre ce que cela signifiait. Il rappela Warren. Élargit l'enquête. Je veux tous les détails de la routine de ma femme cette dernière année, mouvement bancaire, relevé d'appel, géolocalisation. Et procure-moi un test ADN pour David, mais pas via notre pédiatre. Jake, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Sa voix avait la froideur d'une lame. Warren, quelqu'un a tenté de tuer un bébé pour cacher une liaison. Je n'irai pas seulement jusqu'au bout. Je vais paver ce chemin de leurs os. Le lendemain matin, quand Carrie se réveilla, elle parla comme toujours de la convalescence de David et des plans de la journée. Jake joua le rôle du mari et du père attentionné. Mais intérieurement, il planifiait sa chute. Il donnerait à Carrie et à Max beaucoup de marge. Et, au moment venu, il tirerait sur la corde. 3 semaines passèrent avant que Jake n'enclenche la première action. Pendant cette période, Jake s'était transformé en un homme obsédé, enregistrant chaque détail de la trahison de son épouse avec la même minutie qui le rendait mortellement dangereux au tribunal. L'enquête de Warren Hanson apporta des preuves accablantes. Les relevés de cartes de crédit de Carrie montraient des dépenses régulières dans des hôtels-boutiques de Lincoln Park, toujours pendant les voyages d'affaires de Jake. Les relevés téléphoniques révélaient des centaines d'appels et de messages à Max Owen, souvent au beau milieu de la nuit. Mais la preuve la plus dévastatrice vint du matériel collecté par l'équipe de Gregory Burnett. Max se rendait chez les Charles au moins 2 fois par semaine depuis 6 mois, toujours en journée, quand Jake était absent. Il y restait généralement 2 à 3 heures. Et le coup final arriva avec le test ADN secret réalisé par le Dr Wilcox. David n'était pas seulement un enfant illégitime. La génétique désignait directement Max Owen comme père biologique. Jake était dans son bureau, analysant les résultats de paternité avec la même froideur qu'il réservait aux preuves judiciaires. Cela aurait pu l'anéantir, mais au lieu de cela, cela ne fit que renforcer sa détermination. Carrie et Max n'avaient pas seulement détruit son mariage, leur liaison avait failli coûter la vie à un enfant innocent. « Monsieur Charles, votre rendez-vous de 14 heures est arrivé », l'interrompit son secrétaire. Jake attendait cette visite. Merle Mcedo entra, avocat de la famille et vieil ami de l'époque de la faculté. « Jake, j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à David. Comment va-t-il ? » « Il se remet, » répondit Jake en désignant la chaise. « Mais j'ai besoin de ton avis sur une situation hypothétique. » Les sourcils de Merle se haussèrent. Jake ne parlait jamais d'hypothèse. Disons qu'un homme découvre que sa femme l'a trompé. L'enfant qu'elle prétendait être le sien est en réalité celui de l'amant. Quelles seraient les options légales? D'abord, vérifier si son nom figure sur l'acte de naissance. Si oui, il conserve les droits parentaux. Malgré la biologie, dans l'Illinois, on peut contester la paternité. Et si l'épouse et ses complices ont mis l'enfant en danger pour cacher la liaison? Le visage de Merle se fit grave. Là, c'est différent. Si on prouve qu'il y a eu menace sur la vie de l'enfant ou tentative de lui nuire, cela devient une affaire criminelle. Jake le fixa droit dans les yeux. Que ferais-tu, Merle, si on t'avait trahi ainsi? J'aurais envie de les détruire, admit-il franchement, mais je le ferais légalement. Tu es trop intelligent pour risquer ta carrière par vengeance. Jake acquiesça, pensif. Merle poursuivit. Le pire scénario dans une dispute pour la garde, c'est la perte complète des droits parentaux. Si le risque pour l'enfant est prouvé,
le responsable perd à la fois la garde et le droit de visite. Aux yeux de la loi, il devient un étranger. Ce soir-là, Jake dîna avec sa famille pour la première fois depuis des semaines. Carrie avait préparé son plat préféré, du saumon glacé au bourbon, et parlait avec entrain de ses projets pour redécorer la chambre d'enfant. Je pensais choisir une palette plus chaude, peut-être du vert sauge à la place du bleu, dit-elle en nourrissant David au biberon. Jake observait la façon dont elle tenait ce bébé qu'elle voulait lui faire passer pour son fils. Les traits de David devenaient de plus en plus évidents, le menton fin, les yeux profonds, tous ceux de Max. Pendant ce temps, Tyler construisait un château en Lego sur le comptoir de la cuisine. « Tyler, dit Jake d'un ton calme, raconte-moi encore l'homme que tu as vu avec Mamie Phyllis. » La fourchette de Carrie tomba bruyamment dans l'assiette. « Jake, nous avons déjà parlé de ça. » Tyler s'est trompé. Mais le garçon s'anima. « Il est grand, comme toi, papa. Sauf qu'il a les cheveux plus clairs. Et il conduit une voiture noire avec une bosse à l'arrière. » Jake enregistra mentalement. La surveillance de Warren avait déjà confirmé, Max possédait une BMW noire avec le pare-chocs arrière cabossé après un accident de parking. « Tu as entendu ce qu'il disait ? » Un peu. Mamie était fâchée. Elle disait que les choses étaient allées trop loin et que quelqu'un pourrait finir par mourir. Le silence s'abattit sur la pièce. Carrie pâlit à tel point que Jake pouvait entendre les battements précipités de son cœur. « Tyler, mon chéri, pourquoi ne pas finir ton château à l'étage ?» dit Carrie d'une voix tremblante. Quand le garçon sortit, Jake se renversa sur sa chaise. « Une conversation curieuse, tu ne trouves pas ? Jake, tu es paranoïaque. Tyler n'a que 6 ans. Il se trompe. Peut-être. Mais les enfants remarquent souvent ce que les adultes préfèrent ignorer, répondit Jake, avec le poids de quelqu'un habitué à évaluer la crédibilité des témoignages. Et ils ont moins de raisons de mentir. Cette nuit-là, tandis que Carrie se tournait et se retournait nerveusement à ses côtés, Jake relisait la dernière partie du dossier de Warren. La vérité était encore plus sombre. La rénovation de la maison de Phyllis Zimmerman n'était pas un simple projet de cuisine. En réalité, Max avait vécu dans son sous-sol pendant 8 mois, utilisant les travaux comme couverture. L'espace avait été transformé en studio avec entrée indépendante, la cachette parfaite pour des rencontres secrètes. Le portable vibra. Nouveau message de Warren. J'ai compilé la chronologie. Carrie a rendu visite à sa mère 47 fois l'an dernier. La voiture de Max était présente lors de 34 de ses visites. Durée moyenne, 3,2 heures. Jake confirma en silence. Coïncidence parfaite avec mes voyages. Chacune, au moment exact. Il posa le téléphone et regarda son épouse endormie. Carrie avait préparé ce mensonge pendant des mois, avec sa propre mère comme complice. L'ampleur de la trahison était écrasante. Mais, dans son plan méticuleux, elles avaient commis une erreur fatale, sous-estimer la patience et l'esprit stratégique de Jake. L'occasion se présenta lorsque Carrie annonça qu'elle passerait le week-end chez sa mère. Elle expliqua qu'une canalisation avait éclaté. C'était un vendredi après-midi, fin octobre, et Jake feignit la frustration d'avoir à annuler la sortie familiale. « Tu es sûr que tu ne peux pas appeler un plombier ?» demanda-t-il, remarquant la façon dont Carrie évitait son regard. « Maman vit d'une pension fixe, tu le sais. Et puis, ça peut être quelque chose de simple. » D'accord. Je reste avec les garçons. Tyler attendait déjà notre visite au musée. Carrie n'avait aucune idée que Jake avait déjà organisé une surveillance complète avec l'équipe de Gregory Burnett. Chaque entrée et sortie de la maison de Phyllis était filmée, chaque visite répertoriée. Pendant ce temps, Warren surveillait l'appartement de Max à Lincoln Park, prêt à le suivre jour et nuit. Le samedi s'annonça gris et pluvieux, l'atmosphère parfaite pour le plan de Jake. Dès que Carrie partit, il appela sa belle-sœur, Alicia McCarthy, qui vivait en banlieue. « Alicia, peux-tu garder Tyler et David aujourd'hui ? J'ai besoin de terminer un travail. » Alicia, qui adorait ses neveux, accepta immédiatement. Jake voulait ses enfants bien loin de ce qui allait se passer. Après s'être assuré qu'ils étaient en sécurité, il gara sa voiture à quelques rues de la maison de Phyllis et ouvrit la tablette connectée aux caméras de Gregory. Équipement moderne, haute définition, son cristallin, le tout déguisé en simple système d'alarme domestique. À 11h23, la BMW noire de Max entra dans le garage de Phyllis.
8 minutes plus tard, la voiture argentée de Carrie se gara à son tour. Jake observait, froid, comme un prédateur guettant sa proie. Son épouse se jeta dans les bras de l'amant sans se soucier du voisinage. La caméra de la porte d'entrée captura l'instant précis, Carrie courut vers Max. Leur baiser fut intense, désespéré. Jake ne ressentit rien. Ses émotions s'étaient consumées depuis longtemps. Il ne restait que le calcul glacé. Pendant près de 2 heures, il enregistra chaque détail. Le sous-sol mentionné par Warren était bien leur refuge. Mais Jake n'était pas seulement à la recherche de preuves d'adultère. Il attendait l'inévitable, la discussion sur l'avenir et sur l'obstacle que représentaient lui et Tyler. Vers 2 heures de l'après-midi, les micros captèrent leur voix lorsqu'ils sortirent manger. On ne peut pas continuer comme ça, la voix de Carrie tremblait. Jake commence à se douter de quelque chose. Ses questions sur Tyler, ses regards. Ta mère a géré la situation avec David, répondit Max, peut-être qu'il est temps de quelque chose de plus définitif. Un frisson de glace traversa les veines de Jake. Que voulait-il dire par définitif? Phyllis Zimmerman apparut alors dans le cadre, vêtue de son uniforme médical, apparemment de retour d'un service à la clinique. L'histoire avec le bébé devait paraître naturelle, dit-elle avec l'assurance d'une infirmière chevronnée. Mais Jake est intelligent. Il a sûrement déjà compris que David n'est pas son fils. Max passa une main dans ses cheveux. Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant? On ne peut pas disparaître comme ça. David est mon fils. Et Tyler? Non, répondit Carrie, d'une froideur tranchante. Je ne l'ai jamais voulu. C'était ton idée depuis le début. Les doigts de Jake se crispèrent sur la tablette, ses jointures blanchissant. Sa femme parlait de leur fils de 6 ans comme d'un poids à jeter. Et si quelque chose arrivait à Jake? Risqua Max, qu'est-ce que ça signifierait pour nous? Phyllis releva brusquement la tête. Que insinues-tu? Rien de particulier, répondit-il en haussant les épaules. Je dis juste que le travail de Jake l'expose à des gens dangereux. Les conflits d'affaires créent des ennemis. Si c'est un accident, ce n'est plus un meurtre, conclut Phyllis, glacial. Je parle de liberté pour nous tous, l'acheva Max. Jake en avait assez. Vidéo en haute définition, son impeccable, preuve claire d'un complot pour assassinat. Mais ce qui était encore plus dévastateur, c'était de comprendre l'ampleur de leur plan. Ce n'était pas seulement une trahison. Ils projetaient de l'éliminer, lui et Tyler, pour former une nouvelle famille, Carrie, Max et David. La tentative d'étouffement de David n'avait pas été pour dissimuler la liaison, mais un test. Une simulation pour vérifier s'il pouvait maquiller un homicide en mort naturelle. Jake rentra chez lui envahi d'une fureur glaciale, si intense qu'elle semblait couler dans ses veines sous forme de glace. Il avait déjà affronté des meurtriers dans les tribunaux, mais même paraissait plus humain que sa propre épouse. Le soir, quand Carrie rentra en feignant la fatigue après le « problème de plomberie » chez sa mère, Jake était prêt. « Comment va ta mère » demanda-t-il en l'aidant à enlever son manteau. « Oh, tu sais comment elle est » répondit Carrie en soupirant. Elle a transformé une broutille en drame. Le plombier a réglé ça en 1 heure. Jake hocha la tête, compatissant. Qu'est-ce que c'était, au juste? Un souci de pression d'eau, je n'ai pas bien compris. Bien sûr, dit-il doucement. Mais au moins, tu as pu te reposer un peu. Un peu. Maman a préparé le déjeuner, on a discuté. Chaque mot était un mensonge poli, récité par quelqu'un qui s'exerçait à l'art de la tromperie depuis des mois. Cette nuit-là, lorsque Carrie s'endormit à ses côtés, Jake fit les derniers préparatifs pour la contre-attaque. Le lundi matin, il déposerait une requête d'urgence pour la garde exclusive des enfants. Le mardi, il remettrait au procureur du comté les preuves du complot d'assassinat. Mais sa vengeance ne se limiterait pas au tribunal. Jake le savait depuis longtemps. La véritable justice exige une participation personnelle. Carrie, Max et Phyllis avaient déclaré la guerre à sa famille. Désormais, ils allaient comprendre ce que signifiait déclarer la guerre à Jake Charles. Le lundi matin, Chicago s'éveilla sous la première neige de l'année, une blancheur vite salie par la crasse de la ville. La métaphore sembla appropriée à Jake, tandis qu'il se préparait à détruire la vie de 3 traîtres qui ne méritaient aucun pardon. La première étape fut le bureau de la procureure du district, Lynn Blankenship, ancienne collègue ayant quitté le droit des affaires pour le pénal.
Jake utilisa une vieille faveur pour obtenir un rendez-vous urgent. « Jake, tu as une mine affreuse, remarqua Lynn à son entrée. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Le sommeil est surestimé, répondit-il en posant sur son bureau une épaisse chemise. J'ai besoin d'enregistrer une plainte pour complot en vue de meurtre. Les sourcils de Lynn se haussèrent. Pardon? Ma femme, son amant et sa mère ont planifié de me tuer. Et peut-être même mon fils de 6 ans. Ils ont déjà tenté de blesser mon bébé. La voix de Jake était sèche, comme s'il commentait la météo. Pendant 1 heure, il exposa chaque preuve avec une précision chirurgicale, le test ADN prouvant que David n'était pas son fils, les enregistrements de surveillance montrant l'adultère, l'audio où il parlait de l'éliminer. Le visage de Lynn se crispa à mesure qu'elle découvrait le dossier. Mon Dieu, Jake, c'est insensé. Ta propre femme. Déjà mon ex-femme. Ce matin, j'ai déposé une requête de divorce en urgence et pour la garde des enfants. Et qu'attends-tu de moi? Des mandats d'arrêt. Complot pour homicide, mise en danger d'un enfant et tentative d'infanticide. Ça va être difficile de prouver la tentative d'infanticide, rétorqua Lynn. Ta belle-mère peut prétendre qu'elle essayait d'aider le bébé à respirer. Phyllis Zimmerman est infirmière pédiatrique depuis 30 ans. Elle sait exactement comment blesser un nourrisson sans laisser de marque. Le médecin légiste a trouvé des signes compatibles avec un étouffement volontaire. Et pour le complot, j'ai des enregistrements clairs, il parle de m'éliminer et même de maquiller ça en représailles d'ennemis professionnels. Lynn inspira profondément et acquiesça, sombre. J'obtiendrai les mandats. Mais prépare-toi, ça va devenir moche. Ta vie privée va être étalée sur la place publique. Jake répondit par un sourire de prédateur. Je n'ai rien à cacher. La deuxième étape fut le tribunal de la famille, devant la juge Carrie Parrish, réputée pour placer la sécurité des enfants au-dessus de tout. Monsieur Charles, commença la juge en parcourant le dossier, les accusations sont très graves. Vous affirmez que votre épouse et sa mère ont mis votre bébé en danger? Votre honneur, j'ai les rapports médicaux. Quelqu'un a tenté d'étouffer mon fils de 3 mois. Seule ma femme et sa mère avaient accès. Si l'on ajoute à cela les preuves de la liaison et les enregistrements où il parle de m'éliminer, je suis convaincu que mes 2 enfants courent un danger réel. La juge lut les rapports médicaux et les transcriptions avec une répulsion visible. Monsieur Charles, je vous accorde la garde provisoire en urgence des 2 enfants. Votre épouse n'aura que des visites supervisées jusqu'à la fin de l'enquête. Ce fut la première fois depuis des semaines que Jake ressentit un véritable soulagement. Tyler et David seraient en sécurité. Le téléphone vibra. Message de Warren. Arrestation en cours. Les 3 sont déjà à l'isolement. Le piège s'était refermé à la perfection. Dans l'après-midi, Jake alla lui-même chercher Tyler à l'école, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Le visage de l'enfant s'illumina en voyant son père au portail. « Papa, tu es venu tôt. » Jake s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Nous devons avoir une conversation sérieuse, champion. Notre vie va un peu changer. » Il a l'air à la glace préférée de Tyler. Là, Jake expliqua avec précaution. « Maman a fait de mauvais choix. Maintenant, elle va être éloignée pour longtemps. » C'est à cause de cet homme qui venait quand tu étais au travail? Demanda Tyler, étonnamment lucide. Le cœur de Jake se serra. Tu savais? Je ne suis pas idiot, papa. Maman était différente quand il venait. Elle souriait, mais pas comme avec toi. Jake prit une grande inspiration. Et ça t'ennuie ici, pour l'instant, on est juste toi et moi? Tyler réfléchit sérieusement. Et le bébé David? Il sera avec nous. D'accord. J'ai promis que je m'occuperai de lui, tu te souviens? Ce soir-là, Jake se trouvait dans son bureau, donnant le biberon à David, tandis que Tyler faisait ses devoirs à sa petite table. La maison sans Carrie semblait différente, comme si l'air était devenu plus léger. Le poids avait disparu. Au journal télévisé, le gros titre d'ouverture les concernait, l'épouse d'un avocat renommé arrêté pour complot en vue d'assassinat. La journaliste parlait devant la prison du comté, énumérant les chefs d'accusation contre Carrie Charles, Max Owen et Phyllis Zimmerman. Jake éteignit la télévision avant que Tyler n'entende. Le téléphone sonna. C'était Warren. « Jake, il faut que je t'informe. Max Owen essaie de négocier.
Il dit que tout était l'idée de Carrie, qu'elle l'a manipulé. Le rire de Jake fut glacial. Bien sûr. Et que propose-t-il? Une coopération totale en échange d'une réduction de peine. Il affirme avoir des informations sur d'autres hommes avec qui Carrie aurait eu des liaisons. Le sang de Jake se glaça. D'autres hommes? Oui. Apparemment, ta femme était très occupée. Selon Max, elle répétait ce genre de manège depuis des années, elle choisissait des hommes riches et utilisait les circonstances pour en tirer le maximum de profit. Jake ferma les yeux. Leur mariage avait été une farce depuis le début. Il y a plus, ajouta Warren. Phyllis prétend qu'elle a tenté de protéger le bébé. Elle affirme que Carrie lui avait demandé de donner à David quelque chose qui le ferait dormir pour toujours. Elle livre sa propre fille. L'instinct de survie parle fort quand la perpétuité frappe à la porte. Phyllis a 83 ans. Elle ne veut pas mourir derrière les barreaux. Jake le remercia et raccrocha. Ses pensées tourbillonnaient comme un ouragan. Si Carrie avait réellement dupé d'autres hommes, il pouvait exister plus de victimes, plus d'enfants de paternité douteuse. Mais ce serait pour plus tard. Le présent exigeait toute son attention, protéger les 2 enfants qui étaient désormais sous sa responsabilité et reconstruire à partir de zéro la famille que les traîtres avaient tenté de détruire. Ce soir-là, en couchant Tyler, le garçon demanda. « Papa, tu es triste à cause de maman ?» Jake réfléchit avant de répondre. « Je suis triste pour ses actes, mais je ne suis pas triste que nous soyons seuls maintenant. » Moi non plus, admit Tyler. Elle a changé après la naissance de David. Elle faisait peur. C'était une autre personne. Jake embrassa son fils sur le front. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de ça. Je te le promets. 6 mois plus tard, le tribunal du comté de Cook débordait de journalistes. Le procès de Carrie Charles venait de commencer. Jake était assis dans le public quand on amena son ex-épouse, menottée, vêtue de l'uniforme orange de la prison. La femme autrefois impeccable paraissait désormais brisée. Des mois derrière les barreaux avaient laissé des marques profondes. L'accusation, menée par l'assistant du procureur Howard Rivera, présenta un dossier accablant. Les preuves étaient incontestables. Le test ADN confirmant la paternité de David par Max Owen. Les enregistrements de surveillance révélant la liaison. Les audios où il planifiait l'assassinat de Jake. Et les rapports médicaux prouvant la tentative d'étouffement du bébé. Pourtant, l'avocat de la défense, Alan Hartman, tenta une stratégie désespérée, présenter Carrie comme victime de la manipulation de son amant et de l'influence de sa mère autoritaire. Mesdames et messieurs les jurés, commença Hartman dans sa plaidoirie d'ouverture, ma cliente n'est pas une criminelle. C'est une femme qui, pendant des années, a vécu sous la tyrannie d'une mère dominatrice et a été exploitée par un amant prédateur. Carrie Charles n'a jamais voulu blesser qui que ce soit. Jake écouta tout cela avec froideur. Hartman était habile, mais cette bataille était déjà perdue. Le premier témoin fut le docteur Gabriel Webb, le pédiatre qui avait soigné David. En 30 ans de pratique, déclara-t-il avec fermeté, je n'ai jamais vu de lésions accidentelles correspondant à ce schéma. C'était une tentative délibérée d'interrompre la respiration d'un nourrisson. Puis vint Warren Hanson, qui détailla devant les jurés la chronologie de la liaison, les visites secrètes chez Phyllis, la complicité de chacun. Mais le témoignage le plus accablant fut celui de Phyllis Zimmerman elle-même. Elle avait accepté un accord de coopération en échange d'une réduction de peine. Carrie est venue me voir avec un plan, avoua-t-elle d'une voix à peine audible. Elle disait que Jake commençait à se douter pour la paternité de David. Elle voulait que je fasse en sorte que le bébé paraisse mort de cause naturelle. Un murmure horrifié parcourut la salle. Même Jake, qui pensait avoir déjà tout entendu, sentit son estomac se retourner. « Vous avez accepté de blesser votre propre petit-fils » demanda le procureur Rivera. Je pensais qu'elle voulait seulement que je lui donne quelque chose pour dormir. Mais quand j'ai compris ce qu'elle voulait vraiment, Phyllis éclata en sanglots. Je n'ai pas pu. J'ai essayé de lui faire peur, de faire semblant d'aller trop loin, dans l'espoir qu'elle renonce. La révélation choqua tout le monde. Phyllis ne voulait pas tuer David. Elle avait tenté de le sauver, en exposant à Carrie l'horreur de son projet. Mais le moment le plus explosif fut le témoignage de Max Owen. Lors du contre-interrogatoire mené par Julia Sloan, avocate personnelle de Jake dans la procédure de garde, Max révéla l'ampleur des escroqueries de Carrie.
Elle m'a dit qu'elle avait déjà fait ça auparavant, déclara-t-il en s'essuyant le front. En Californie, avant Jake. Elle ciblait des hommes riches, tombait enceinte, puis trouvait des moyens de garder l'enfant et d'obtenir une pension. Combien de fois? Pressa Sloan. Au moins 2 fois à ma connaissance. Elle m'a montré des photos d'autres enfants, en disant qu'ils étaient à elle. Le monde de Jake sembla vaciller. Il pouvait exister d'autres enfants, d'autres hommes trompés par les manigances de Carrie. La défense s'écroulait sous le poids des preuves. Carrie choisit de témoigner à sa propre défense, prétendant avoir été forcée, être une victime. Mais ses paroles s'effondrèrent sous le contre-interrogatoire. Madame Charles demanda Rivera, vous affirmez avoir craint Max Owen. Mais les relevés téléphoniques montrent que plus de 60% des appels et messages venaient de vous. J'étais perdu, je croyais l'aimer. Perdu au point de discuter du meurtre de votre mari? C'était l'idée de Max. Mais vous n'avez pas alerté la police, n'est-ce pas? Au lieu de ça, vous avez participé activement au plan. Et tout cela est enregistré. Carrie ne sut quoi répondre. Le jury délibéra moins de 4 heures. Le verdict fut unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. 3 semaines plus tard aurait lieu l'audience de la sentence. Une véritable démonstration de la colère de la justice. La juge Parrish était visiblement ébranlée par tout ce qu'elle avait entendu durant le procès. Madame Charles commença-t-elle en fixant Carrie, en 20 ans de carrière, j'ai vu des meurtres, des abus d'enfants et toutes sortes de cruautés humaines. Mais jamais je n'ai rencontré un cas qui m'ait inspiré plus de répulsion que le vôtre. Carrie se tenait debout à côté de son avocat de la défense, pleinement consciente, toute supplique de clémence serait inutile. Vous avez comploté pour tuer le père de votre enfant. Un homme qui vous aimait et faisait vivre votre famille. Vous avez impliqué votre propre mère dans une tentative d'ôter la vie d'un bébé innocent. Vous avez trahi tous les liens de confiance qui fondent l'idée même de famille. Jake était assis dans le public, Tyler à ses côtés. Le garçon avait demandé à assister à la sentence, il voulait comprendre pourquoi sa mère allait disparaître pour toujours. De plus, poursuivit la juge Parrish, les preuves présentées montrent qu'il ne s'agit pas d'un épisode isolé, mais d'un comportement prédateur systématique, avec des victimes dans d'autres États. En effet, au cours de l'enquête, de nouvelles accusations étaient apparues, 2 hommes de Californie avaient témoigné, racontant des histoires similaires. Tous 2 croyaient élever leurs propres enfants. Tous 2 avaient été victimes du calcul froid de Carrie, choisis pour leur argent et leur statut. Madame Charles, conclut la juge, je vous condamne à 25 ans de prison au pénitencier de l'Illinois pour complot en vue de meurtre, 10 ans pour tentative d'assassinat d'un nourrisson et 5 ans pour mise en danger de la vie d'un enfant. Les peines seront exécutées consécutivement. Vous ne pourrez demander une libération conditionnelle qu'après 30 ans. Carrie s'effondra devant la table de la défense. Elle comprenait enfin que son ancienne vie était terminée. Max Owen fut condamné à 15 ans pour son rôle dans le complot. Phyllis Zimmerman reçut 5 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 2, en raison de son âge avancé et de sa coopération avec le parquet. Quand on emmena Carrie menottée, elle jeta un dernier regard à Jake. Dans ses yeux, des larmes, peut-être du remords. Mais Jake ne ressentit rien. À la sortie du tribunal, une foule de journalistes les encercla, hurlant des questions. Jake avait préparé une déclaration brève. Aujourd'hui, la justice a prévalu. Ma famille peut enfin commencer à guérir. Je tiens à remercier le parquet, les médecins qui ont sauvé la vie de mon fils et, par-dessus tout, mon fils Tyler, dont l'honnêteté et le courage ont aidé à révéler la vérité. Maître Charles, comptez-vous demander la garde de David, même en sachant qu'il n'est pas votre fils biologique? Cria un journaliste. La réponse de Jake fut immédiate et ferme. David est mon fils dans tous les sens qui comptent vraiment. Tyler et moi l'aimons. Nous allons l'élever ensemble, comme une famille. Tyler serra la main de son père, et Jake sut qu'il avait pris la bonne décision. 2 ans plus tard. Jake Charles était dans le jardin de sa nouvelle maison à Lincoln Park, observant Tyler pousser David sur la balançoire. La maison était plus petite que l'ancienne, mais elle semblait bien plus vaste, libérée des ombres de la trahison et du mensonge. David avait 2 ans et demi. Chaque jour, il ressemblait davantage à Max Owen. Mais cela n'avait plus d'importance. Pour lui, Jake était, papa, l'homme vers qui il se tournait dès qu'il avait mal ou peur. Et cela suffisait. Tyler avait 8 ans. Il était devenu un grand frère attentionné,
mûr au-delà de son âge. Il comprenait la situation mieux que beaucoup d'adultes. Jamais il n'avait demandé à voir sa mère, jamais il n'avait dit qu'elle lui manquait. Parfois, Jake craignait pour son équilibre psychologique, mais le garçon semblait plus heureux sans Carrie et son instabilité. « Papa, regarde !» appela Tyler, montrant une nouvelle figure sur la balançoire qu'il venait d'apprendre à David. Jake applaudit, souriant. Le téléphone vibra, message de Warren Hanson. Libération conditionnelle refusée. Le plus tôt possible pour la sortie de Carrie sera en 2047. Jake effaça le message sans répondre. Carrie appartenait au passé. Sa carrière avait souffert du scandale, mais il l'avait reconstruite, plus solide que jamais. Sa réputation d'avocat impitoyable était devenue légendaire. Les clients savaient qu'il se battrait pour eux avec la même férocité qu'il avait mise à protéger ses propres enfants. La sonnette retentit. Un livreur apporta un colis adressé à Tyler, un kit d'avion à monter. Cadeau de Gregory Burnett, ancien associé de Jake, devenu une sorte d'oncle honorifique pour les garçons. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tyler, intrigué. « Un cadeau de l'oncle Greg. Tu veux le monter avec moi ce week-end » Le visage de Tyler s'illumina. « Et David pourra aider, s'il promet de ne pas avaler les petites pièces. » Le soir, ils étaient tous ensemble dans le salon, plongés dans le joyeux chaos de la construction. Tyler examinait les instructions avec sérieux, tandis que David déchirait l'emballage en petits morceaux. C'était du désordre, mais c'était leur désordre. Avant de dormir, Jake coucha David dans son berceau. Le petit refusait encore de dormir dans un lit de grand. Il fixa longuement le visage de son père adoptif avec une expression sérieuse. Jake sourit, passa une main dans ses cheveux et murmura. « Tu es en sécurité maintenant. Tu le seras toujours. » Et, pour la première fois depuis longtemps, Jake crut en ses propres paroles. « Je t'aime, papa, » dit soudain David, avec une clarté surprenante pour son âge, arrachant des sourires à tous. La gorge de Jake se serra. « Moi aussi je t'aime, champion. » Dans la chambre voisine, Tyler était déjà allongé sous les couvertures, lisant un livre sur les dinosaures destiné aux enfants plus âgés. Quand Jake éteignit la lumière, le garçon demanda pour la première fois de façon directe. « Papa, tu crois que maman reviendra un jour ?» Jake s'assit au bord du lit, choisissant soigneusement ses mots. « Non, Tyler. Elle a fait des choix qui ont blessé des gens. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Dorénavant, nous ne serons que tous les trois. » Le garçon hocha la tête, sérieux. « Très bien. Je préfère comme ça. » Jake l'embrassa sur le front. « Moi aussi. » Plus tard dans la nuit, Jake travaillait dans son bureau, révisant les dossiers du lendemain. La maison était silencieuse, seulement troublée par la respiration des enfants endormis et le bruit lointain de la circulation nocturne. L'ordinateur signala un nouveau courriel. Il venait de Clay Baxter, directeur de technologie et l'une des anciennes victimes de Carrie, qui avait suivi le procès. « Merci pour le courage de l'avoir démasqué. Ma fille Emma s'épanouit maintenant qu'elle est loin de sa mère. Parfois, la famille que l'on choisit est plus forte que celle dans laquelle on est né. » Jake transféra le message dans un dossier spécial destiné à Tyler. Il y rassemblait des documents et des correspondances que son fils aurait le droit de lire lorsqu'il serait plus grand, l'histoire complète expliquant pourquoi son père s'était battu pour eux avec tant d'intensité. Avant de se coucher, Jake s'arrêta devant le miroir de la salle de bain. L'homme qui lui faisait face était plus dur qu'il y a 2 ans, marqué par les cicatrices de la trahison et du combat. Mais en même temps, il était en paix, une tranquillité qu'il n'avait jamais connue durant son mariage. Il comprit alors, la miséricorde est un luxe que l'on ne peut pas accorder lorsqu'il s'agit de protéger ses enfants. Carrie, Max et Phyllis avaient déclaré la guerre à sa famille, et il avait répondu avec tout le poids de son expérience professionnelle et de ses ressources personnelles. La victoire avait été totale. Et implacable. Carrie purgerait 30 ans de prison. Max Owen avait perdu sa licence d'architecte et n'était plus qu'un oublié, sans avenir professionnel. Phyllis était morte en prison 6 mois après sa condamnation, écrasée par le poids de ses propres actes. Certains pourraient qualifier la réponse de Jake de disproportionnée. Mais lui dormait en paix, certain que Tyler et David étaient en sécurité. Le lendemain matin, il se réveillerait au son des rires de ses fils, préparerait le petit déjeuner, emmènerait Tyler à l'école puis irait au bureau, où il consacrait désormais sa vie à protéger d'autres familles.
Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue. C'était la vie qu'il avait choisie. Et, pour la première fois depuis de longues années, Jake Charles était exactement là où il devait être. Si cette histoire t'a accroché, appuie sur j'aime et donne ce hype aux vidéos. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à partager encore plus d'histoires incroyables. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, au final, la femme idéale, la mère parfaite et l'épouse modèle n'étaient rien de plus qu'une arnaqueuse de bas étage. Son vrai talent? Pas l'amour, mais collectionner les pensions alimentaires et les mandats d'arrêt. Bravo à la famille parfaite, direction la prison.